Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de la profession vétérinaire, les Vet Ateliers Agria. Nous allons aujourd'hui parler de la dysplasie du coude, une infection touchant particulièrement certaines races et pour laquelle il y a quelques avancées à connaître dans le diagnostic et la prise en charge. Je m'appelle Céline Maillet, je suis vétérinaire chez Wolf Learning Consulting, l'agence qui accompagne Agria Assurance pour Animaux sur cette initiative. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée par le docteur Alexandre Caron, vétérinaire spécialiste européen en chirurgie des animaux de compagnie, qui exerce à la clinique Anicura Triovet à Rennes. Bonjour Alexandre. Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous avons également avec nous Julien Beg, directeur d'Agria Assurance pour Animaux. Bonjour Julien. Bonjour Céline, bonjour à tous. Et Soline Chong, ASV de formation et chargée de clientèle chez Agria. Bonjour Soline. Bonjour Céline, bonjour à tous. Cet atelier a un format de 45 minutes, interactif et didactique. Il a aussi l'originalité d'offrir un regard croisé vétérinaire et assureur sur la prise en charge de la dysplasie. Donc, Alexandre nous présentera les différentes étapes de la prise en charge d'une dysplasie, du diagnostic au traitement, et en parallèle, Soline présentera la partie assurance et indemnisation. À la fin de l'atelier, il y aura un temps de 15 minutes dédié pour répondre à vos questions. Merci Céline. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier Céline et toute l'équipe Wolf Consulting pour la mise en forme de ce Vet Atelier et remercier également le docteur Alexandre Caron de sa présence aujourd'hui et le partage de ses connaissances. Alors très rapidement, 3 slides pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Agria Assurance pour Animaux. Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'assurance pour animaux depuis 1890. Pour votre information, le premier animal assuré au monde était un cheval et il s'est assuré en Suède chez Agria, donc il y a plus de 130 ans. Nous sommes un véritable assureur, nous ne sommes pas courtiers, ce qui est unique sur le marché français. Cela signifie que nous créons nos produits, nous les commercialisons et nous remboursons nous-mêmes nos assurés. Nous sommes leaders en Europe avec plus d'1 million d'animaux assurés. Enfin, nous sommes partenaires de la Société centrale canine et du livre officiel des origines félines. Ce partenariat se traduit notamment par un fonds de recherche que nous avons créé avec ces 2 institutions. Nous abondons ces 2 fonds de recherche de plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année afin de financer de nombreux travaux de recherche scientifique, mais également des thèses vétérinaires. Concernant notre fonctionnement, comme dans tous les pays où nous sommes présents, nous avons choisi de privilégier le contact personnalisé. Nous proposons un ambassadeur régional dédié pour les devis et les souscriptions. De même, nous mettons à disposition un gestionnaire de sinistre dédié pour les dossiers de remboursement. Enfin, nous sommes une véritable équipe de passionnés. Notre équipe se compose exclusivement de vétérinaires, d'anciennes ASV, d'éleveurs, d'éducateurs canins. Nous sommes donc tous issus du milieu animal. Le fait d'être un véritable assureur nous permet de proposer des produits et des prestations uniques sur le marché français. Vous avez très certainement vu certaines de nos communications dans la presse vétérinaire. Donc sachez aujourd'hui qu'il est possible d'assurer son animal sans limite d'âge chez Agria, c'est unique. Donc un possesseur de chien ou de chat de 12 ans, 13 ans ou plus aujourd'hui peut prendre une assurance. Également, grâce à notre expertise, nous couvrons énormément de soins, notamment les maladies cardiaques, la dysplasie, un entropion pour un chocho, une hernie discale pour un bulldog français. Voilà, ce sont des choses que nous pouvons couvrir. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou le souhait de mettre nos services à la disposition de vos clients. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Vet Atelier et pour celles et ceux qui seront présents à la France Vet, n'hésitez pas à passer nous voir sur notre stand. Bon Vet Atelier à tous. Merci beaucoup Julien pour cette présentation d'Agria Assurance pour Animaux. Alors, je vous propose du coup maintenant de passer dans le vif du sujet avec la prise en charge de la dysplasie présentée par le docteur Caron. Alors, Alexandre, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le diagnostic et la prise en charge de la dysplasie du coude? Merci Céline. Je pense que je devrais pouvoir expliquer quelques petits trucs autour de la dysplasie du coude. Normalement, c'est tout bon. J'ai pris la main, Céline, tu dois... Oui, c'est parfait. Super.
Bon, merci à tous d'être là avec nous. Merci à Agria et puis à Wolf Learning d'avoir pensé à moi pour cette présentation. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la dysplasie du coude, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus pendant mes années de résidence principalement. Et puis, c'est un sujet de travail aujourd'hui qui me passionne. Donc, je vais essayer de vous rendre ça intéressant et puis que vous en ressortiez avec quelques petits trucs en plus pour la gestion de tous les jours. Donc, la gestion de la dysplasie. Alors, la dysplasie, c'est premièrement, il y a pas mal de choses à faire et notamment de l'arthroscopie. Et je voulais quand même mentionner que j'ai un petit conflit d'intérêt dans le sens où je suis consultant pour Arthrex. Et donc, dans ce sens-là, on peut avoir un petit biais parfois sur du matériel, rien qui va changer notre présentation réellement d'aujourd'hui dans le fond. La dysplasie du coude en elle-même, c'est un grand fourre-tout. Il y a plusieurs maladies. Et donc, ce que je vais essayer de vous montrer, ça va être dans un premier temps comment bien l'appréhender d'un point de vue clinique, puis d'un point de vue diagnostique. Et puis enfin, on va essayer de couvrir, même si il faudrait probablement des heures pour tout couvrir, mais au moins essayer de survoler les possibilités thérapeutiques. Donc, premièrement, c'est l'examen orthopédique. C'est vraiment une étape clé capitale qui nous permet d'avancer pas mal dans ce cadre-là. Alors, d'un point de vue anatomique, très vite, si on reprend les bases là-dessus, le coude, vous avez une articulation à trois os. Donc, j'aime bien présenter ça comme une articulation à trois roues avec un engrenage des trois parties parfaits chez le chien normal, donc avec l'humérus, le radius et l'ulna. Si on sépare un petit peu tout ça, ce qui est intéressant pour moi de mentionner, c'est qu'on a une articulation réelle et importante entre la tête du radius et l'ulna, et c'est de là qu'en général peuvent naître une partie des problèmes au niveau du processus coronoïde, chose qu'on voit le plus souvent. Cette articulation-là, elle est majeure dans cette partie de l'articulation. Une portion qui m'intéresse un peu particulièrement, c'est la portion médiale, puisque c'est souvent cette partie-là du coude qui est touchée, où vous trouvez comme structure importante le ligament collatéral médial et la structure qui est là dessinée en orange, le tendon du biceps brachial, qui va entraîner en fait une compression du processus coronoïde contre la tête radiale lors de ces mouvements de pronation-supination. Donc là, il a été sectionné. Ces points d'attache, ils sont là. Il y en a un sur l'ulna et un sur le radius. C'est important à savoir sur le côté thérapeutique. Et puis pour mieux comprendre un peu l'origine du problème, c'est-à-dire que ça va vraiment entraîner une torsion de l'ulna et une compression du coronoïde contre la tête radiale. En termes cliniques, à quoi ça correspond? Donc, je vous ai renoté là un petit peu les points de palpation qui vont être importants pendant cet examen orthopédique. Donc, on sent très bien l'épicondyle latéral et on sent en symétrique relativement bien l'épicondyle médial, avec juste distalement à lui le processus coronoïde médial. Donc, c'est donc cette zone-là qui est très intéressante à palper pour essayer de déclencher potentiellement une douleur. Et puis, caudalement, vous avez l'olecrane, qui vous permet d'être un vrai point de repère pour mieux appréhender la position éventuelle de l'articulation et éventuellement du processus en Koné pour les cas de non-union du processus en Koné. Si on fait le bilan en termes de l'ensemble des structures qui peuvent être intéressantes à examiner, vous avez là toute une liste un peu exhaustive de ces éléments-là, donc du processus en Koné jusqu'aux portions latérales et médiales du condyle huméral. La chose intéressante que j'aime bien mentionner là-dessus, c'est que quand on parle de compartiment médial, vous avez différents éléments qui sont scindés entre les deux compartiments du coude. Et dans le compartiment médial, on retrouve bien évidemment le processus coronoïde médial, la partie médiale du condyle huméral, mais aussi une portion de la tête radiale et une portion du processus en Koné. Donc là, sur l'image arthroscopique, ce que vous voyez, c'est au loin qui est en blanc avec du cartilage normal, la partie latérale du coude, donc ce compartiment latéral, et puis face à vous, là, qui est très abîmé, donc rouge sans cartilage, l'ensemble du compartiment médial avec la partie du processus coronoïde médial vers nous, juste derrière une portion de la tête radiale, et en haut, la partie médiale du condyle huméral. Donc ça a un caractère important, cette distinction entre compartiments, pour le côté diagnostique et thérapeutique. En termes d'examen clinique, bon, des choses relativement simples à ce niveau-là, dans le sens où on va essayer d'évaluer la présence de douleur en fonction des différents mouvements. Donc d'abord en flexion complète du coude, donc c'est important, là vous voyez ici le chien résiste, donc c'est important d'aller jusqu'en flexion complète pour voir ce qui se passe en termes de confort à ce niveau-là et vérifier les amplitudes articulaires, qu'on va vérifier aussi en extension complète. L'extension complète du coude, elle est généralement douloureuse quand on a sur ce mouvement-là, juste à la fin ici du mouvement avec une petite pression sur l'olécrâne, elle est essentiellement importante lors de non-union du processus en Koné. On peut déjà faire la différence lors de non-union du processus en Koné avec cette manipulation-là.
Ensuite, vous avez en bas à gauche le mouvement de pronation-supination qui est important puisqu'il fait tourner la tête radiale autour du... tourner plutôt le processus coronoïde autour de la tête radiale. Et enfin, la dernière chose sur l'examen orthopédique, c'est la pression ici qu'on va appliquer sur la face médiale du coude, sans stress, et puis en même temps qu'on fait éventuellement une supination, plus ou moins une pronation, on peut appliquer cette pression sur la partie médiale du compartiment en même temps pour essayer de mettre en évidence une douleur spécifique au niveau du processus coronoïde médial. Donc ça, ce sont les éléments qui vont vous indiquer dès l'examen orthopédique tout simple, avant même les radios ou avant quoi que ce soit, s'il y a effectivement un souci au niveau du coude, l'amplitude articulaire réduite, la douleur, l'inconfort, voire parfois une sensation de crépitement, peuvent vous indiquer qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là et qu'il faut aller plus loin. Je vais vous couper pendant votre repas tranquille parce que je ne vais pas être le seul à travailler avec donc cette première question. Dans quelle entité de la dysplasie du coude est-ce qu'une douleur extension est particulièrement présente lors d'OCD, lors de non-union du processus Fanconi, lors de processus d'affection du processus coronoïde médial ou de maladie du compartiment médial? Dans quelle situation a-t-on plus une douleur en extension? Alors, les votes sont partis. Pour l'instant, on a... Ah, ça y est, on commence à avoir plusieurs types de votes, mais on a quand même la non-union du processus Fanconi qui ressort le plus. Allez, je vais mettre fin au sondage. Hop, vous pouvez voir les résultats. Donc parfait. Donc j'ai 75% des participants qui m'écoutaient en même temps qu'ils mangeaient. Donc c'est effectivement la non-union du processus Fanconi qui peut être identifiée et un petit peu différenciée du reste. Alors c'est pas forcément très spécifique, mais il y a une petite indication dans ce sens-là lorsque vous avez une vraie douleur dans ce cadre-là. Souvent il y a un gonflement assez important aussi de l'articulation lors de cette maladie. Pour les autres cas, c'est moins spécifique. Donc, on a un petit peu sauté cette portion du diagnostic différentiel dans cette question. Donc, ce sont souvent des animaux jeunes, mais pas toujours. Et du coup, je vous ai listé là un petit peu les différentes affections qu'on peut avoir, en tout cas qu'on peut suspecter lors de ces cas-là. Donc, dans le cadre de la dysplasie du coude, je vous disais au tout début, c'est un grand fourre-tout avec plusieurs maladies. Donc, historiquement, l'OCD de la partie médiale du condyle huméral, la non-union du processus Fanconi, la maladie du processus coronoïde, et je préfère parler de maladie puisqu'on n'a pas systématiquement une fragmentation à proprement parler. La maladie du compartiment médial, qui, je vais vous l'expliquer ensuite, est un petit peu différente. Et l'incongruence articulaire, ça, ce sont les choses classiques. Et puis, vous pouvez ajouter à ça l'anthésopathie des fléchisseurs et la fissure humérale intracondylaire, qui sont deux entités un petit peu apparentées. Et puis, pas oublier que dans ces cas-là, surtout chez le jeune, vous avez plein d'autres affections qui peuvent générer une boiterie. Avant la radio, il ne faut pas les oublier. Donc, la panostéite, l'ostéopathie métaphysaire, et puis des choses un petit peu plus rares ensuite. Et puis parfois des choses un petit peu plus générales, des polyarthrites, des arthrites septiques qui ne sont pas toujours à oublier, surtout quand la boiterie va être excessivement marquée, ce qui n'est généralement pas le cas lors de simples, on va dire, dysplasie du coude en général. La dysplasie du coude en elle-même, si on reprend un petit peu les différentes maladies en elles-mêmes, la maladie du processus coronoïde médial peut être une fissure ou une fragmentation. Il peut y avoir une notion d'incongruence. L'incongruence, elle peut avoir lieu entre la tête radiale et le processus coronoïde médial, ou entre le processus coronoïde médial et le condyle huméral, ou les deux. Elle peut s'évaluer en radiographie ou en arthroscopie, et elle peut parfois être dynamique, auquel cas l'arthroscopie présente un avantage, puisqu'elle permet, là, vous voyez la tête radiale qui bouge lors de pronation-supination, elle permet d'évaluer cette congruence et ces conflits éventuels entre les différentes portions du coude. À terme, donc là c'est sur un coude humain, mais on pourrait très bien utiliser et exploiter la fluoroscopie dans ce cadre-là. Donc l'incongruence a été beaucoup discutée, il y a encore beaucoup de débats autour, elle est très majeure sur la radio que vous voyez là. En réalité, le plus souvent, elle reste probablement un changement relativement mineur secondaire. La non-union du processus Fanconi, donc ça c'est une maladie qui est bien différente, qu'on connaît bien. Elle est suspectée d'être due à une surpression au niveau du processus Fanconi du fait d'un ulna probablement un petit peu trop court. Elle a été bien étudiée chez le berger allemand en comparaison du greyhound qui n'en fait pas ou très peu.
Et globalement, ce qui se passe, c'est que dans le coude, vous avez des centres d'ossification qui apparaissent relativement tôt, qui fusionnent entre eux pour ne former plus qu'un seul centre d'ossification qui devrait disparaître avec une fusion complète à l'âge de 14-15 semaines chez le lévrier et 16 à 20 semaines chez le berger allemand. Donc, c'est un diagnostic qui peut être fait relativement précoce que la non-union, avec un défaut de fusion qui serait présent dès l'âge de 20-24 semaines. Si à cet âge-là, on a sur les radios un défaut de fusion, on parle de non-union du processus Fanconi. On retrouve cette maladie 2 fois plus chez le mâle que chez les femelles. L'affection, elle est bilatérale dans 20 à 35% des cas. Donc tout ça, c'est des chiffres qui justifient qu'en général, quand on a une boiterie sur un jeune avec une suspicion de dysplasie du coude, les examens radiographiques sont généralement conseillés sur les 2 coudes. Et puis dans bien des cas, là, les études nous rapportent 16%, mais dans la réalité des choses aujourd'hui avec l'arthroscopie, on se rend compte que c'est bien plus. On a associé à une union du processus Fanconi une affection du processus coronoïde médial. Donc ça implique un bilan un petit peu plus complet que juste la radiographie pour mieux comprendre l'étendue des dégâts. L'OCD, elle touche dans le coude systématiquement la partie médiale du condyle. C'est un défaut de croissance ostéochondrale avec un détachement du flap cartilagineux. Donc, dans les premiers stades que sont l'ostéochondrose, en général, il n'y a pas de signe clinique réellement associé. Donc, ce qu'on va traiter, c'est quasiment systématiquement des cas d'ostéochondrite vraiment disséquantes, à savoir que le fragment de cartilage se sera soulevé et sera complètement décollé ou partiellement décollé. Et on retrouve une association avec les affections du processus coronoïde dans jusqu'à 90% des cas. C'est effectivement ce qu'on retrouve en réalité en clinique, avec bien des cas qui ont des atteintes majeures. Quelques prédispositions raciales non négligeables avec les retrievers, les bouviers bernois, beaucoup de chiens de grande race. Donc là, on a mis ici le Saint-Bernard, le berger allemand. Donc ce sont des races qui sont effectivement fréquemment touchées. Mais on retrouve cette affection chez la grande majorité des chiens de grande race et régulièrement chez des chiens même qui commencent à descendre un petit peu en taille. Parmi ces affections, quelle est l'affection pour vous qui est la plus fréquente, dont vous entendez le plus parler? Donc c'est évidemment celle que j'ai mentionnée en premier, donc la non-union du processus Fanconi, l'ostéochondrite disséquante, l'affection du processus coronoïde médial ou l'incongruence articulaire. Donc ça, ce sont les 4 affections principales de la dysplasie du coude. Laquelle pensez-vous être la plus fréquente? Ouais, les votes sont très partagés, hein, Alexandre. Très, très partagés. Je vais mettre fin au sondage. Hop. Donc effectivement, c'est partagé entre la non-union du processus Fanconi, l'OCD et l'affection du processus coronoïde médial. Alors l'incongruence articulaire ne vous plaît pas? En réalité, l'incongruence articulaire, elle est présente dans une majorité de ces affections-là. Elle est souvent secondaire, on la retrouve beaucoup. Mais celle qu'on voit le plus souvent et qu'on traite le plus souvent, c'est l'affection du processus coronoïde, anciennement appelée fragmentation du processus coronoïde. Les OCD et les non-unions du processus Fanconi, on en voit ponctuellement, mais en termes de proportion, beaucoup moins. Donc, quels examens complémentaires vont être intéressants pour essayer d'identifier ces différentes affections, de faire la différence entre elles et puis, ou d'identifier éventuellement les associations? À votre avis, quel est l'examen qui sera le plus utile pour évaluer la congruence articulaire dans le cadre de ces affections? La radiographie, l'arthroscopie, le scanner ou l'IRM? Alors là, pour l'instant, on a tout le monde qui est en faveur de arthroscopie, radiographie, scanner, personne pour l'IRM. Allez, j'arrête le sondage. Alors effectivement, l'IRM ne séduit pas. C'est vrai que très souvent, l'IRM, on dit que pour les atteintes osseuses, ce n'est pas très intéressant. Bon, il peut y avoir des particularités, mais globalement, c'est un petit peu l'idée. Sur ces 3 examens, je vais essayer de vous faire un petit peu la différence de leur intérêt. Globalement, la radiographie est intéressante en première intention, mais l'arthroscopie et le scanner vont être ceux qui vont apporter le plus d'intérêt, avec une préférence pour l'arthroscopie en termes de diagnostic définitif. Alors, la radiographie, pourquoi, comment? La radiographie, elle va vous apporter plein de choses. Elle va vous apporter les notions d'arthrose, d'ostéophytose périarticulaire, puis va vous permettre de justifier qu'il faut s'intéresser un petit peu plus en détail à ces articulations. Le scanner, il va être très intéressant pour confirmer les découvertes radiographiques, essayer de faire la différence entre
une potentielle OCD, une potentielle fragmentation du processus coronoïde, et puis confirmer la présence d'une non-union du processus enconé. Cette dernière, elle est bien visible sur la radio, mais le scanner va nous apporter des informations pour décider du traitement. Peut-on le fixer? Doit-on le retirer? Et le scanner, il est également plus intéressant dans l'évaluation de la congruence articulaire, qui n'est pas bonne du tout à la radio. Et pour le diagnostic du processus coronoïde, bien souvent, c'est le scanner qui nous donne le diagnostic définitif. L'arthroscopie, elle est pour moi indispensable. S'il y a un examen dont on ne peut se passer pour bien comprendre la situation des choses, c'est l'arthroscopie, dans le sens où c'est le seul examen qui vous montre les dégâts cartilagineux qui sont le fond du problème. Donc, vous voyez là une fragmentation du processus coronoïde avec un petit peu de dégâts cartilagineux. Elle vous permet aussi d'évaluer la congruence. Elle vous permet de voir une OCD, une non-union du processus enconé, une affection du coronoïde. Donc, c'est celle qui regroupe finalement le plus d'avantages, bien qu'en général, j'associe systématiquement ces 3 examens pour avoir le plus d'infos possible sur le diagnostic afin de déterminer le meilleur pronostic et du coup la démarche à suivre. Le scanner, il a des effets bien démontrés, donc notamment sur la mesure de l'incongruence, avec une sensibilité qui est relativement élevée. Je vous disais, c'est le seul élément qui vous donne un diagnostic de certitude vis-à-vis d'une OCD, et puis il permet de prédire plus ou moins la fusion possiblement du processus enconé non uni. L'arthroscopie, on le voit là sur ces images, hein, c'est ce que je vous disais juste avant. Elle vous permet de bien évaluer les dégâts cartilagineux, où là, on visualise très bien, on observe très bien la présence ou l'absence de cartilage pour couvrir les surfaces osseuses. On voit très bien les fragments, et donc on confirme à la fois le diagnostic et on améliore, en apportant certains éléments supplémentaires, notre pronostic en vue d'une décision thérapeutique. C'est intéressant tous ces examens parce qu'on se rend compte qu'on parlait toujours auparavant de fragmentation du processus coronoïde, et je vous l'ai déjà rapidement expliqué, mais on est loin d'avoir systématiquement une fragmentation. Vous avez là les 3 situations qu'on peut trouver lors d'affection du processus coronoïde, avec parfois une fissure qui peut être sur la zone entre l'ulna et le radius, qui peut être plus à la pointe ou qui peut toucher l'ensemble du coronoïde. Et puis vous avez sur l'image de scanner en bas à droite, on voit très bien une fragmentation, alors que sur l'image du centre au scanner en bas, on voit qu'on n'a qu'une fissure. Donc ça, on a déjà 3 situations particulières différentes pour lesquelles les examens sont intéressants. Et puis, on a une dernière situation qui se présente et qu'on voit de plus en plus, c'est la maladie du compartiment médial. Alors, parfois, on peut inclure l'affection du processus coronoïde là-dedans, mais en réalité, c'est une maladie plus particulière, puisque c'est une maladie qui correspond, là non plus à une affection très focale, mais qui correspond à une érosion étendue du compartiment médial du coude, qui peut se faire plus ou moins associé avec un processus coronoïde ou pas. On confond souvent les deux, et moi, j'aime bien faire une vraie différence, puisqu'en termes de pronostic et de traitement, ça n'a rien à voir. C'est l'image que je vous avais montrée tout au début. Sur cette image, pour illustrer le compartiment médial, vous avez toute une érosion complète du compartiment médial avec une absence totale de cartilage. Sur l'ensemble du coronoïde, sur une partie de la tête radiale parfois, et surtout sur toute la partie médiale du condyle huméral. Donc vous voyez bien que par rapport aux images d'arthroscopie que je vous ai montrées avant, où on avait un joli cartilage bien blanc malgré la fragmentation, là on est dans une situation complètement différente. 3 types qu'on peut retrouver, soit c'est secondaire effectivement à une affection du processus coronoïde qui, après s'être détaché, va avoir frotté partout et créé beaucoup de dégâts. Soit c'est purement dégénératif, donc on peut le retrouver chez des vieux chiens, mais parfois des plus jeunes, sans forcément de lésions évidentes focales du processus coronoïde. Soit, et là c'est ce qu'on appelle le type 3, une évolution soit tardive, soit précoce, d'une autre affection, avec une incongruence, avec parfois une OCD, avec parfois, secondairement, au traitement d'un processus coronoïde qui aura peut-être apporté un bénéfice initial, mais pas forcément sur le long terme, et donc une chronicité grave de la lésion. Est-ce qu'on est capable de prédire ces différences à partir des radios ? La réponse est oui, mais partiellement. Donc là, vous voyez sur le graphique de gauche, en bas à gauche, les grades de l'arthrose radiographique, donc la sclérose sous-chondrale, grade 1, grade 2, grade 3. Et puis, on voit en profondeur sur la droite la gravité des lésions cartilagineuses. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a une corrélation entre la gravité des lésions cartilagineuses et la gravité des lésions arthrosiques sur la radio, seulement pour les cas qui ont beaucoup d'arthrose. Vous avez beaucoup d'arthrose sur une radio d'un coude, il y a des grandes chances qu'on ait de gros dégâts cartilagineux. Ça n'est pas vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire que s'il y a peu d'arthrose, ou moins d'arthrose, on peut retrouver une variété de lésions à l'intérieur du coude. D'où l'intérêt quasiment systématique de l'arthroscopie,
puisque vous avez besoin absolument de cet élément-là dans les cas où l'arthrose n'est pas encore trop importante pour identifier ce qui se passe exactement à l'intérieur et décider du traitement. Alors, pour vous, à partir de tous ces éléments-là, quelle est la clé diagnostique du diagnostic de la dysplasie du coude? L'examen clinique, l'arthroscopie, la radiographie ou le scanner? Alors, pendant que les personnes votent, j'en profite pour rappeler que vous pouvez laisser vos questions dans la partie questions et réponses. N'hésitez pas, le live est là pour ça. Alexandre se fera un plaisir d'y répondre à la fin de l'atelier. Allez, j'arrête les votes là. Beaucoup de votes en faveur de l'arthroscopie, évidemment. Donc effectivement, c'est l'arthroscopie. Pour moi, il n'y a pas d'élément à négliger parmi ces différents éléments-là, mais l'arthroscopie est pour moi la clé définitive du traitement. Et tant que je n'ai pas cet élément-là, j'ai beaucoup de mal à préciser l'étendue du traitement et le pronostic qu'on va donner. Donc, en termes de thérapeutique, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à notre disposition? Alors, je vous disais, on ne parle plus de fragmentation du processus coronoïde parce que les maladies est bien plus large que ça et bien plus variées. Si on fait seulement la différence entre les affections qui vont être purement focales ou diffuses, on se rend compte qu'on a 25% de cas seulement où les lésions sont très focales, comme ce que vous avez sur l'image d'arthroscopique du haut. Et donc, on a 75% de cas où les lésions se sont diffusées à l'intérieur du coude. Donc, il ne faut surtout pas imaginer qu'en termes de traitement pour l'affection du processus coronoïde, on va appliquer le même traitement à toutes les situations. On ne comprend pas la même chose. On a plein d'options. On parle d'arthroscopie. On peut nettoyer tout ça à l'arthroscopie en venant enlever le petit fragment ou en venant recouper le processus coronoïde. Mais dans les cas où ça va être plus avancé, on a des options supplémentaires, comme par exemple l'ostéotomie ulnaire, qui va être intéressante dès lors que le processus coronoïde va avoir commencé à entraîner des petites lésions sur la partie en face du condyle huméral, c'est-à-dire que globalement, ça frotte. Et donc dans ce cadre-là, on va essayer de recaler un petit peu les forces et de diminuer ces frottements. Donc là, il y a un intérêt à cette technique-là, qui, chez le très jeune, peut être remplacée par une ostectomie ulnaire distale qui paraît plus lourde quand on regarde la radio que vous avez là, mais qui en réalité est beaucoup mieux tolérée et qui va avoir les mêmes effets pour peu que c'est réalisé chez le chien très jeune. Donc en général, on dit jusqu'à 7-8 mois, pas plus, chez des chiens de type labrador. Quand on a une affection complète du compartiment médial, qu'est-ce qu'on a comme option en revanche pour ça? On a plein d'options, ce qui signifie en général que globalement, il n'y a pas de recette miracle. Quand il y a trop de traitements possibles, c'est qu'il n'y en a aucun qui est meilleur que les autres. Donc ça peut aller de traitements anti-inflammatoires, rééducation, à des techniques chirurgicales de type transfert du poids du compartiment médial vers le compartiment latéral par une ostéotomie humérale, une prothèse totale de coude, qui se fait aujourd'hui très peu parce qu'elle est associée à des résultats qui sont relativement compliqués dans un gros tiers des cas, ou des prothèses partielles comme ce que vous avez en bas à gauche, pour lesquelles on va remplacer les zones de cartilage manquantes. En cas de non-union du processus en connaît, quels sont les traitements disponibles? Quand une fusion est pensée possible, donc ça c'est sur la base du scanner et de l'arthroscopie avec la mobilité du fragment, on va envisager systématiquement, et ce sera la meilleure des situations, un vissage de ce processus en connaît en compression pour qu'il puisse cicatriser, et on va aider cette stabilisation par une ostéotomie ulnaire pour limiter un petit peu les pressions. Donc ça peut être une ostéotomie proximale comme je vous ai montré et qu'on voit là, ou une ostectomie ulnaire distale. Donc après la géométrie récemment de l'ostéotomie ulnaire sera un petit peu différente que sur la radio présentée là. En cas d'OCD, quel est le traitement? Aujourd'hui, il est principalement arthroscopique avec un débridement, c'est ce que vous voyez là. Donc ça c'est une arthroscopie ici d'épaule, mais c'est la même chose dans un coude où vous prenez une petite curette et puis on vient enlever le lambeau de cartilage libre jusqu'à gratter l'os sous-chondral dans le but de le stimuler et puis qu'il y ait un petit saignement comme ce que vous voyez là sur la vidéo après qu'on ait coupé la pression de liquide. Ce saignement va apporter des cellules souches et va favoriser la formation d'un fibrocartilage sur le lit sous-chondral et donc limiter les conséquences arthrosiques et inflammatoires et douloureuses au sein de l'articulation. En traitement, on va dire 2.0, dans les cas les plus graves ou dans les cas qui auront été éventuellement réfractaires, on peut utiliser des prothèses. Donc là, vous avez un exemple d'une prothèse possible pour l'OCD où on vient globalement creuser toute la lésion et la remplacer par cet implant-là
dont la surface est en polyuréthane. C'est un matériau qui se rapproche mécaniquement parlant le plus possible du cartilage naturel, ce que le fibrocartilage n'arrive pas réellement à faire. En termes pronostiques, qu'est-ce qu'on peut espérer de tout ça? Premièrement, dans les affections du processus coronoïde, globalement, on peut avoir une bonne évolution à relativement court terme avec le traitement focal lorsque les lésions sont purement focales, et dès lors qu'elles vont être un petit peu moins focales, on peut ajouter du coup cette ostéotomie ulnaire, et on s'est rendu compte que sur les 6 mois qui suivent l'intervention, on a, ce que vous voyez là par les 4 courbes, une très bonne évolution clinique avec des degrés de boiterie qui redeviennent vraiment très faibles, même s'il peut y avoir une petite gêne persistante, notamment une petite raideur au moment du réveil. Lors de maladies du compartiment médial, si on reprend un peu les différentes options, donc là, je vous ai mis un exemple d'une ostéotomie humérale de glissement qui a été assez largement critiquée pour les risques qu'elle peut comporter. Effectivement, c'est une chirurgie assez lourde, mais on va avoir avec cette chirurgie-là, en moyenne, une amélioration significative de la boiterie pour ces cas qui, à l'arthroscopie, paraissaient graves. Donc, vous voyez là la courbe de boiterie qui vous montre exactement ce qu'on peut obtenir pour les 3 à 6 mois post-chirurgie. Et en bas à droite, vous avez une arthroscopie de contrôle 3 mois après l'intervention par rapport à ce que vous aviez avant l'intervention. On voit qu'on a une couverture, évidemment partielle et bien insuffisante, mais de fibrocartilage. Donc, je vous disais, ce fibrocartilage, il est souvent insuffisant, mais ça permet quand même de limiter la production de facteurs inflammatoires et mécaniquement de limiter le frottement entre l'os sous-chondral de l'humérus et de l'ulna. Étape supplémentaire ou option supplémentaire au moins, donc je vous parlais du remplacement partiel, c'est ce qu'on appelle la Q, c'est pour Canine Unicompartmental Elbow Replacement. Donc on va, comme je vous ai montré là sur les radios, remettre une petite prothèse, donc c'est les 2 petites prothèses que vous avez là, au sein du compartiment médial, c'est-à-dire un implant qu'on appelle en bonhomme de neige au niveau du condyle, de la partie médiale du condyle huméral, et puis un implant plus simple au niveau du processus coronoïde, avec des résultats qui sont relativement bons en termes de confort, 25% de récupération complète, 73% de résultats acceptables, c'est-à-dire une amélioration significative de la boiterie, et un taux de complications majeures relativement réduit, avec seulement 2% de récupération inacceptable. Bon, ça reste des chiens en général qui sont plus vieux, plus atteints, évidemment plus graves, et donc rarement des chiens sur lesquels on arrive à retrouver un degré de démarche et de fonction complètement normal malgré tout. L'ordre processus, on connaît, quand il est non uni. Je vous ai parlé de refixer dans le meilleur des cas. Ce n'est pas toujours possible quand ça bouge trop, que les lésions de la zone de fusion sont trop importantes. On peut être amené à retirer le processus en connaît non uni dans le but de limiter les frottements. Alors, on n'a pas beaucoup de littérature récente sur ces cas-là, mais globalement, ce qu'on sait, c'est qu'on a dans la majorité des cas une progression de l'arthrose qui peut être relativement grave, avec en général une boiterie persistante. Donc, en termes de pronostic, si on est contraint de retirer le processus en connaît, en général, le pronostic fonctionnel sera moins bon. Clairement, sur un chien qui était destiné à faire du sport, on est dans une mauvaise situation clinique. En revanche, quand on le fixe, on arrive dans bien des cas à obtenir une fusion complète du processus en connaît, avec des résultats qui sont meilleurs, mais une progression arthrosique qui est quand même à attendre. Donc c'est une maladie avec un pronostic un petit peu moins bon, potentiellement que d'autres, même si la fusion est obtenue et satisfaisante. Les OCD, historiquement, on avait, dans le cas des OCD, des résultats qui étaient relativement peu satisfaisants de données. Donc là, dans cette étude qui date maintenant d'une vingtaine d'années, avec une association fréquente avec une affection du processus coronoïde, et c'est peut-être là que les biais s'ajoutent, mais on avait seulement 29% de bons résultats et 45% de résultats acceptables. Donc, globalement, un pronostic relativement satisfaisant. On se rend compte aujourd'hui avec le développement de l'arthroscopie qu'on a peut-être des résultats meilleurs que cela pour le coude comparé aux autres articulations, où par exemple l'épaule, on a des résultats qui sont très bons et bien connus. Donc, histoire de vous embêter maintenant un peu pendant le dessert, quel pronostic fonctionnel est-ce que vous donneriez à un client après le diagnostic d'une OCD du coude chez le chien? Réservé, satisfaisant, bon ou excellent? On va voir si l'audience a suivi. Encore quelques votes. Hop, allez, je vais mettre fin au sondage.
Donc, un pronostic satisfaisant, effectivement, c'est probablement la réponse que je donnerais dans la majeure partie des cas. J'ai tendance à ne pas m'avancer en leur donnant une idée de bon pronostic parce que c'est prendre un risque quand même non négligeable sur ce genre d'affection. Et parfois, dans certains cas où le compartiment médial aura l'air d'avoir souffert un peu plus, on pourra se contenter d'un pronostic un peu plus réservé. Bon, ce sera probablement ce qu'on donnera pour les chiens qui étaient voués à faire du sport ou du travail. On ne pourra pas leur donner beaucoup de garanties sur l'évolution. En définitive, une fois qu'on a fait tout ça, on aura dans tous ces cas-là une progression arthrosique. Qu'est-ce qu'on a à proposer aujourd'hui pour le traitement de cette arthrose? Alors, en réalité, on ne vient pas traiter, on vient pallier l'arthrose. Aujourd'hui, si on pense que les laboratoires qui travaillent autour des vaccins pour le Covid font de l'argent, je pense que demain, celui qui fera beaucoup d'argent sera celui qui trouvera le traitement définitif et efficace pour l'arthrose. Donc, encore une fois, quand vous voyez qu'on a plein de moyens de gérer tout ça, c'est que potentiellement, il n'y en a aucun qui est vraiment parfait. Donc, ça passe par traitement anti-inflammatoire, rééducation, adaptation de l'activité, certains traitements chirurgicaux, des infiltrations ou des injections particulières. Alors, les recommandations que je donne systématiquement, premièrement, c'est l'hygiène de vie au quotidien. Il y a 3 choses importantes qui sont bien prouvées. C'est que maintenir un point svelte, réduire l'accès aux escaliers, limiter les activités avec un fort impact sur le coude, comme monter, descendre de la voiture, faire des sauts nombreux. Donc, typiquement, en termes de sport, l'agility est probablement un petit peu plus délétère sur ce genre d'articulation lésée. Ce sont des choses que je recommande systématiquement dans ces consultations post-diagnostic de dysplasie du coude. En termes de recommandations thérapeutiques, qu'est-ce qu'on a à disposition? Il y a 3 choses dans les chondroprotecteurs qui ont prouvé avoir une efficacité clinique, même si les preuves restent faibles par rapport à l'antériorité de ces médicaments ou de ces compléments alimentaires. La glucosamine, la chondroïtine sulfate et les acides gras oméga 3 ont prouvé avoir une certaine efficacité sur le développement arthrosique à long terme, avec une efficacité à court terme qui reste quand même relativement modérée. Seul, en tout cas, ça ne suffira pas. On peut ajouter à tout ce programme de la physiothérapie ou la rééducation au sens large du terme, avec plein d'outils aujourd'hui qu'on a à disposition. J'en ai mis quelques exemples ici, le laser, l'ultrasonothérapie, l'électrothérapie, les ondes de choc, avec le massage, la cryothérapie, la thermothérapie. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent être mises en place et qui, en fonction de l'amplitude articulaire et de la douleur, vont être plus ou moins intéressantes. Et puis en fonction du traitement chirurgical plus ou moins mis en place également et du pronostic associé. Autour de ça, vous avez plein de traitements possibles. J'ai mentionné tout à l'heure les infiltrations. Donc, vous avez par exemple le concentré plaquettaire, vous avez de la viscosupplémentation avec de l'acide hyaluronique. Donc, tout ça sont des choses sur lesquelles on pourrait passer des heures à présenter les informations disponibles. On a aujourd'hui les anticorps monoclonaux qui semblent être intéressants en termes d'efficacité sur le moyen long terme, des antidouleurs divers, et puis derrière, vous avez plein de traitements différents annexes qu'on trouve et pour lesquels en général les gens vous poseront la question. Donc j'ai regroupé là sous l'appellation poudre de perlimpinpin, ce qui ne présage en rien de leur efficacité sur l'individu, mais qui en termes de preuves scientifiques aujourd'hui n'ont rien pour les soutenir de manière très précise. Donc là, vous avez tout un grand sac de choses à votre disposition pour la gestion au long cours qui sont possibles. Donc, que retenir de tout ce que je vous ai présenté là? Je pense qu'à mon sens, il y a 3 messages importants aujourd'hui sur l'évolution de la dysplasie. C'est que, 1, il est capital d'obtenir un diagnostic précis et complet en vue de savoir exactement la maladie face à laquelle on est confronté et à préciser un petit peu le diagnostic. Il y a vraiment différentes affections, donc forcément les traitements seront divers. Je vous ai présenté très rapidement les options, ou en tout cas une majeure partie des options possibles. Elles sont très très différentes, et aussi en termes de lourdeur technique et pour l'animal. Et puis, il ne faut surtout pas oublier que ça reste des affections qu'on ne guérit pas, et donc il y aura forcément une gestion sur le long terme de ces affections et de l'arthrose qui en découle. Voilà, je vous remercie pour cette partie sur la dysplasie, la partie scientifique, et puis je vais laisser la parole à mes collègues d'Agria pour la présentation de ce qu'ils peuvent faire en particulier en termes d'assurance sur ces prises en charge. Oui, tout à fait. Merci Alexandre. Alors du coup,
Ta présentation était vraiment très claire, hein. Maintenant, on sait faire un bon examen orthopédique, diagnostiquer la dysplasie du coude. On a pu voir, comme tu l'as dit, les variétés d'options thérapeutiques, dont la poudre de perlimpinpin, que je retiens, et évidemment le pronostic. Donc, on va prendre les questions dans le chat là, dans un petit moment. On va d'abord laisser la parole à Soline. Tous ces examens complémentaires, la prise en charge autour de la dysplasie, c'est souvent conséquent. Soline, est-ce que c'est couvert dans les contrats d'assurance? Alors oui, chez Agria, c'est quelque chose qui peut être couvert. Alors chez Agria, la meilleure couverture assurantielle est l'assurance sur mesure. Elle couvre les frais vétérinaires liés aux maladies et aux accidents. Elle peut être souscrite donc dès l'âge de 6 semaines et sans limite d'âge par la suite. Nous proposons 2 plafonds d'indemnisation pour les soins vétérinaires, 3 000 € ou 6 000 € par an. À cela se rajoutent 2 plafonds supplémentaires, un pour les médicaments prescrits et un pour les soins de rééducation, donc de 300 ou 600 € en fonction de la race. Le client va ensuite choisir sa franchise, 60, 100 ou 140 €. La franchise est bien sûr annuelle. Et enfin, il va choisir son taux de remboursement, 75 ou 85% sur les frais indemnisables. Par exemple, pour un chiot berger australien de 2 mois, avec un plafond de 3 000 €, une franchise de 100 €, un taux de remboursement de 85%, nous sommes à 21,99 € par mois. Alors, je vous présente quelques exemples de prise en charge qu'on a pu rencontrer chez Agria. Donc, voici un exemple pour un jeune labrador Reiko, donc assuré avant l'âge de 4 mois. En janvier 2021, il a commencé à boiter. Il a d'abord eu un traitement symptomatique qui n'a pas résolu sa boiterie. En février, son vétérinaire a donc commencé les examens d'imagerie, ayant permis de diagnostiquer une dysplasie du coude bilatéral. Alors, voici le montant des soins pour une année d'assurance qui nous ont été communiqués. Donc là, on a eu présentation donc, de 2 852,08 €. Sa propriétaire a été remboursée à hauteur de 2 339,27 €, donc franchise déduite et indemnisation à hauteur de 85%. L'assurance de Reiko a une cotisation mensuelle de 23,56 €. Enfin, un dernier exemple de prise en charge pour un chiot Terre-Neuve, assuré chez nous depuis avril 2021, alors qu'elle était à peine âgée de 3 mois. En mai 2021, elle a commencé à manifester des douleurs à froid. Elle a eu quelques épisodes similaires dans les mois qui ont suivi. C'est à l'automne 2021, suite à l'aggravation des épisodes de boiterie, que son vétérinaire l'a référée pour des examens d'imagerie dans un CHV. Le scanner a permis de diagnostiquer une dysplasie bilatérale sévère des coudes. Elle a subi dans les mois qui ont suivi une arthroscopie de chaque coude à 1 mois d'intervalle et a débuté sa rééducation fonctionnelle en début d'année. Donc pareil, voici le montant des soins pour une année qui nous ont été communiqués. Donc là, on a augmenté au niveau des prises en charge. Donc là, on est à 4 927 €. Sa propriétaire a été remboursée à hauteur de 3 322,07 €. Donc pareil, franchise déduite, indemnisation à hauteur de 85%. Donc l'assurance de 6K a une cotisation mensuelle de 35,91 €. Alors, pourquoi elle n'a pas été remboursée plus que 3 300 €? Car elle avait un plafond de 3 000 € de soins vétérinaires. Elle aurait eu le plafond de 6 000 € à l'année. Agria aurait remboursé plus de 4 000 €, car le plafond des soins vétérinaires n'aurait pas été atteint. Alors, en résumé, il faut assurer le plus tôt possible. Ainsi, nos compagnons ont la meilleure couverture assurantielle. Ils sont couverts en cas de pathologie articulaire. Alors, toutes les assurances ne se valent pas. Il faut bien regarder le détail de la prise en charge versus les exclusions. Et enfin, votre rôle de conseil est important pour vos clients. Pour bien conseiller, il faut comprendre ce que l'on recommande. Donc, Agria met à votre disposition des outils afin d'en savoir plus sur l'assurance et d'être à l'aise sur le sujet. On peut notamment vous proposer en fait des ateliers ludiques d'un format de 45 minutes, pause déjeuner ou demi-journée, c'est vous qui décidez, pour obtenir les clés de l'assurance et renseigner efficacement les clients qui vous posent des questions à ce sujet. Et bien sûr, nous pouvons mettre à la disposition de votre clientèle de la documentation avec toutes les explications. Il suffit pour cela de nous téléphoner ou bien de nous envoyer un mail afin de recevoir votre kit VetStart. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Soline. Donc, merci à tous les trois d'avoir participé à cette présentation qui était très claire, qui nous a permis de voir les bonnes pratiques face à la dysplasie et aussi de découvrir un peu plus l'assurance Agria, qui est donc très intéressante face à la dysplasie. Donc, vous pourrez accéder au replay de cet atelier dans 48 heures environ et visionner aussi les précédents ateliers que vous voyez indiqués ici
sur cette diaporama. Le replay est disponible sur l'URL également affiché sur le diaporama et on va aussi le renoter dans le chat. Je vous rappelle également qu'il y aura une fiche pratique de synthèse de cet atelier que vous pourrez également télécharger sur ce même lien. Et donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la session de questions et réponses. Alors, n'hésitez pas, je vais prendre donc là quelques questions, n'hésitez pas à continuer au fil de l'eau à noter vos questions si vous en avez qui vous viennent, ou également à nous faire part d'éventuels témoignages, retours d'expérience. On aura le temps d'ouvrir éventuellement le micro pour discuter de cela. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi poser des questions à Soline sur la partie assurance. Alors, première question pour Alexandre. Alexandre, est-ce que tu peux nous dire si une chirurgie ouverte donne des résultats équivalents à l'arthroscopie? Alors, non. Ça fait, donc évidemment, l'arthroscopie, c'est la grosse évolution, je pense, des 20 dernières années. Sur le coude, ça a été bien établi que l'arthroscopie est supérieure à une chirurgie classique pour deux raisons. En termes de confort post-opératoire, donc on va avoir des chiens qui vont remarcher beaucoup plus vite. Et deuxièmement, en termes de résultats sur le moyen terme, avec une boiterie qui va se résoudre beaucoup plus rapidement aussi et qui se résoudra beaucoup mieux suite à l'arthroscopie que suite à une chirurgie ouverte. Donc aujourd'hui, à mon sens, bon là je vais prêcher pour ma paroisse de spécialiste en chirurgie, mais je pense que l'arthroscopie du coude aujourd'hui, elle est incontournable à la fois en termes de diagnostic, mais aussi de traitement. Ok, merci Alexandre. On va poser une question maintenant à Soline. Soline, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la dysplasie de la hanche, de la dysplasie chez le chat, etc. Est-ce qu'Agria prend en charge tout type de dysplasie? Oui, tout à fait. Alors, chez Agria, on est le seul assureur effectivement à couvrir la dysplasie, hein, que ce soit la dysplasie hanche et coude, et également la dysplasie chez le chat. Alors, nous, notre condition, effectivement, c'est que l'animal soit assuré lorsque le risque intervient. Donc, voilà, notre condition, c'est effectivement que l'animal soit assuré avant l'âge de 4 mois pour le chien et 6 mois pour le chat. Mais effectivement, ça fait partie de notre couverture. Ok, merci. Alexandre, de nouveau pour toi. Est-ce que peut-on faire l'arthroscopie bilatéralement simultanément? Oui, aucun souci. L'arthroscopie, notamment sur le coude, est très bien tolérée. Alors, on sait que chez l'homme, c'est assez douloureux en général. Et puis nous, on se rend compte que chez le chien, c'est très très bien toléré. Et bilatéralement sur le coude, 2 heures après la chirurgie, ils sont sur 4 pattes. Je ne vais pas dire comme si on n'avait rien fait, mais presque. Ok. Donc toi, tu recommandes de le faire quand on peut, de le faire simultanément. Alors, c'est une grosse discussion avec les gens systématiquement. Souvent, ils viennent nous voir quand ils boitent d'un côté, et donc on va se concentrer sur ce côté-là. On fait toujours un dépistage bilatéral au scanner parce que ce n'est pas invasif. Et puis, on va toujours se poser la question avec les propriétaires en fonction de la démarche, de la gêne apparente et puis des lésions qu'on a au scanner, de leur apparente gravité, de ce qu'on va faire sur le côté controlatéral. Très souvent, on va finir par aller nettoyer le côté controlatéral, pas forcément toujours boiteux de façon majeure, mais aussi en prévision de ce qui peut se passer pour le futur. Typiquement, un petit labrador de 10-12 mois avec des lésions bilatérales, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur le côté droit en laissant le côté gauche dans l'état où il est et en faisant fi de ce qui va pouvoir se passer dans les 7, 8, 10 années à venir. D'accord. Okay. Soline, allez, une nouvelle question pour Soline. Alors bon, on a vu que du coup, c'était quand même très intéressant d'avoir un animal assuré face à ce type de coût. Bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à un propriétaire qui se pose toujours des questions sur l'intérêt d'une assurance? Alors, effectivement, l'intérêt de l'assurance est toujours discuté avec les propriétaires. Après, c'est souvent l'expérience qui leur font effectivement souscrire un contrat d'assurance, peut-être un animal précédent qui n'avait pas été assuré. Et donc, effectivement, lors de l'arrivée d'un nouvel animal, ils y penchent fortement. Donc là, ce qu'il faut surtout, c'est contacter l'assurance. Voir effectivement avec nous les détails de prise en charge. Ça, c'est très important, en fait, parce qu'on va avoir des disparités, en fait, en fonction des niveaux de couverture et surtout concernant les exclusions. Donc effectivement, le conseil principal, c'est orienter effectivement le client vers un assureur et surtout ensuite après le contacter et en discuter avec les particularités de son animal. Ok, super.
Et pour finir, Alexandre, est-ce que tu peux me dire si on peut envisager de faire une prothèse totale de coude en cas d'infection grave? Donc oui, je l'ai mentionné rapidement. Alors c'est une opportunité, une option thérapeutique qui existe, mais qui est pas encore vraiment au point, dans le sens où les résultats par des équipes qui sont très entraînées avec une grosse sélection, c'est 30% de réussite, 30% de résultats moyens et 30% de catastrophes. Donc du coup, aujourd'hui, à ma connaissance, en France, c'est quelque chose que personne ne propose et en Europe, même très très peu. Et les gens qui le font, voilà, ont ce genre de résultats. Donc c'est une solution qui, à mon sens, aujourd'hui, n'est pas encore prête. D'accord. Et pour finir, Soline, je te demandais, est-ce que tu peux nous reparler de l'atelier que tu as évoqué sur l'assurance, hein, sur les clés de l'assurance finalement? Oui, Tu peux oui, nous oui. expliquer comment s'inscrire, Tout comment... à fait. Alors, donc, Agria va voilà, mettre à votre disposition, en fait, quelqu'un de chez Agria qui va pouvoir se déplacer dans vos cliniques et vous proposer différents ateliers. Alors, effectivement, on a différents formats, hein. Ça peut être très rapide, comme là, sur un format de 45 minutes pendant la pause déjeuner, ou un petit peu plus, où là, effectivement, on va aller plus en profondeur dans les détails de l'assurance. Et donc là, ça va vraiment être à la carte et sur mesure. C'est vous qui nous contactez. On peut mettre ça en place, effectivement, pour vos équipes, que ce soit le personnel vétérinaire ou le personnel soignant ASV, où effectivement, on va pouvoir justement vous renseigner et puis vous rendre vraiment plus à l'aise sur le sujet de l'assurance au sein de l'équipe. Et pour vous contacter, on passe par le site internet Agria? Exactement, vous pouvez directement nous écrire à l'adresse info@agria.fr ou directement nous téléphoner. On sera ravis de vous renseigner au téléphone, moi et mes collègues. Ok, super. Et puis, comme vous l'avez dit, on peut vous retrouver également sur le stand de France Exactement. Vet. Alexandre, je ne sais pas si toi, tu y es aussi à France Vet. Tu as fait un tour? Non. Non, je ne serai pas à France Vet cette année. D'accord. Bon, on ne t'y verra pas alors. Voilà. Donc, écoutez, il n'y a plus de questions de l'audience. Donc, je vous propose qu'on on finisse cet atelier. Donc, vous verrez, donc, vous recevrez, comme je vous l'ai dit, le replay par email et également une enquête de satisfaction. Donc là, quand on va fermer le webinaire, tout le monde recevra cette enquête de satisfaction. Donc, on vous demande d'y répondre parce que ça nous permet de toujours améliorer le format de ce type d'initiative. Et vous recevrez également par email avec le replay toujours l'enquête si vous n'avez pas eu l'occasion de la remplir. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir tous participé à ce dernier atelier de la saison 2022. Et puis, on espère vous revoir pour de prochaines saisons. Voilà. Et merci évidemment à tous nos intervenants. Merci beaucoup. Bonne Merci à journée, merci Céline. tous. Bonne Bonne journée. journée.